Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une analyse court terme et on fera également une analyse long terme. Surtout, je répondrai à une question qui est pertinente puisque ça fait un moment que je vous parle comme quoi ici on a des grandes chances d'être sur un bottom, que moi, depuis cette zone-là, je me réexposais sur le BTC. Et la question qu'on m'a posée, c'est comment tu as, pas anticipé, mais quelle était ton analyse, qu'est-ce que tu as observé pour te dire, ok, là, on est sur un potentiel bottom. Globalement, quels étaient les outils que tu as utilisés, les indicateurs, qu'est-ce qui t'a fait dire comme quoi on avait des chances d'être sur un bottom. Je vais répondre tout simplement à cette question. Et déjà, la première chose, c'est on avait déjà très bien retracé, d'accord. Ça, c'est une première chose à prendre en compte, et pour ça, moi j'utilise très bien, mon retracement de Fibonacci. Donc déjà, on est dans une bonne zone. Pourquoi on est dans notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786? C'est une zone où, techniquement, sur le BTC, à chaque fois qu'on y a été, ça a été une bonne zone de bottom. Et sur l'ensemble des marchés en général, les gros investisseurs, ils aiment bien se positionner dans cette zone de rechargement long terme, d'accord. Donc là, on est en weekly, je parle pas d'une zone de rechargement 15 minutes, là on est vraiment sur un gros retracement. Quand on revient chercher cette zone, c'est une zone où les baleines, les gros portefeuilles aiment bien se positionner. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est tout simplement le coût de production du BTC. Voilà, le coût de production du BTC, je vais juste enlever ça, tac, et ça. Et mettre 0,35. Donc ça, c'est le coût de production du BTC. Donc quand on est dans cette zone rouge, ça veut dire qu'on a des mineurs qui vendent à perte, et en bas, on a notre plancher, d'accord. C'est vraiment notre zone où techniquement, voilà, si on arrive à cette zone-là, il y a l'entièreté des mineurs qui vendent à perte, parce que produire un BTC, le coût de production d'un BTC, d'accord, donc via la puissance de calcul, via des composants informatiques plus de l'électricité, ça a un prix, d'accord, c'est un investissement, et voilà, si le prix, donc entre le coût de l'électricité plus le coût des composants est élevé et qu'on a en plus un BTC qui est assez bas, au niveau du prix, ils vont vendre à perte. C'est-à-dire, oui, ils vont sécuriser le réseau, oui, ils vont produire du Bitcoin, mais ils vont vendre à perte, d'accord. Et ce niveau-là, on y passe très peu de temps. Voilà, on le voit à chaque fois qu'on y a été. Donc là, c'était au niveau de notre crash Covid, on a très bien réagi. Et surtout, ce qui est un point important, déjà, ce niveau peut augmenter, voire descendre. Actuellement, le plancher est au niveau des 15 600$. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce niveau-là, quand on a un halving, il double. Donc, voilà. Ici, il a doublé. D'accord, on était au niveau des 4100, on est passé aux 8300 à peu près, donc il a doublé. Donc techniquement, dans le halving qui est prévu pour mars-avril 2024, cette zone-là va passer de 15 600 à peu près 30 000$. Bien sûr, sauf si entre-temps ça monte ou ça descend, mais voilà, ce coût de production du BTC va tout simplement doubler. Donc il y a de grandes probabilités que le BTC, dans 8 mois à peu près, se trouve aux alentours de cette zone-là. Alors il peut être en dessous, il n'est pas obligé d'être systématiquement au-dessus, et de mémoire, il y avait une phase où il avait été en dessous, c'était ici. Hop là, tac. Voilà, là il y avait une phase où on a eu une autre halving, et on pourrait faire exactement la même chose. On voit qu'on a notre halving ici, donc le coût de production double tout simplement, et voilà, le prix était en dessous. Et on voit qu'on a une tendance haussière qui s'amorce, et on peut rester au niveau de ce coût de production. Autrement dit, c'est la valeur intrinsèque du BTC, c'est comme ça qu'on peut la mesurer. Donc voilà, ça c'est également un outil assez puissant qui nous permet de nous localiser ce coût de production. Donc quand on est ici, on voit qu'on est assez loin de ce niveau-là, et c'est pas une bonne zone d'investissement, d'accord. Donc voilà, ici, quand on était dans cette zone-là, ça nous indiquait qu'on était sur des niveaux intéressants. Ensuite, il y a eu la psychologie de marché. Déjà, on a des gens qui ont clairement capitulé après le crash de FTX, d'accord. Et beaucoup de gens, quand on était ici, qu'on était en train de structurer un bottom, il y avait beaucoup de gens qui parlaient des 14 000$, comme quoi que c'était inévitable. Et je le répète assez souvent, quand il y a une majorité des gens qui pensent quelque chose, le marché fait très souvent l'inverse. Et ensuite, j'aime bien, d'un point de vue analyse on-chain, d'accord, donc des datas qu'on peut trouver, qui sont analysées sur différents sites via des données on-chain. On a le MVRV, qui est un très bon outil, un très bon indicateur, qui va nous permettre de savoir quand le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Donc quand il est ici dans notre borne rouge, il est surévalué, quand il est dans notre borne verte, il est sous-évalué. Alors ce modèle, il est calculé assez facilement. On va voir comme données le market cap, donc ce que vous voyez en noir, c'est tout simplement le nombre de tokens en circulation fois le prix, d'accord, qui va être la valeur qu'ils appellent la valeur marchande, je crois, market value, voilà, la valeur marchande. Ok. Ensuite, on va voir la valeur réalisée,
qui est en bleu. Donc ça va être un calcul qui va être, ils vont prendre le prix de chaque Bitcoin lors de son dernier déplacement entre les portefeuilles. Et ensuite, on va avoir notre Z-score qui est ici en orange, et ça va être tout simplement l'écart type, qui est entre les deux choses calculées avant, donc la valeur marchande et la valeur réalisée. Donc ça va être tout simplement un écart type entre ces deux datas, et ça va nous permettre ici d'avoir ce modèle-là, et il est très pertinent parce qu'en général il nous donne des zones de bottom. Et pareil, on y était ici. Alors ça veut pas dire qu'on peut ne pas y retourner, on voit qu'ici on y est retourné au moment du crash Covid, mais voilà. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est le but, c'est pas d'anticiper le bottom parfait, d'avoir au point près ici. Le but, c'est arriver à être dans une zone qui nous dit ok, on a bien retracé, le marché a pris cher, les gens parlent beaucoup moins du BTC, on est dans des zones de localisation, et surtout, on a un risk-reward qui est intéressant. C'est-à-dire, si vous investissez, parce que le risk-reward, il y en a beaucoup qui ne le prennent pas en investissement. En trading, c'est souvent utilisé, d'accord, vous mettez votre position, votre stop-loss et votre TP, mais en investissement, les gens ne l'utilisent pas. Mais indirectement, vous avez une zone d'invalidation, vous avez un stop-loss, et souvent, votre stop-loss, c'est les 0$. Les gens qui investissent et qui ne mettent pas de zone d'invalidation, alors votre zone d'invalidation, ça peut être un prix, ça peut être aussi un temps. Par exemple, vous investissez dans une crypto et vous dites, ok, si cette crypto, au bout de 2 ans, elle n'a pas performé, j'invalide mon scénario parce que j'avais estimé que, au vu de ce qui était prévu de la roadmap, de ci, de ça, le projet devait performer cette année-là. Ça peut être en temps, ça peut être aussi en prix. Et la plupart l'ont en prix, la plupart investissent dans des cryptos, ils n'ont pas de zone d'invalidation, mais indirectement, leur zone d'invalidation, c'est les 0$. Donc, si vous investissez ici, à peu près, avec une zone d'invalidation vers les 0$, d'accord, et voilà, la plupart ont des targets au moins sur des gros retracements, voire la TH, voire un nouveau cycle, bah vous avez un risk-reward qui est relativement intéressant, vous avez un risk-reward de 2 points. Maintenant, quelqu'un qui se place par exemple ici, et je crois qu'on avait une moyenne d'achat sur la plupart des gens en 2022 qui était au niveau des 44 000$ de mémoire, voilà, on voit qu'on a un risk-reward qui est beaucoup moins intéressant. Ok. Tac. Donc quelqu'un qui est rentré au niveau des 40 000$, si cette personne a accepté de prendre un aussi gros drawdown de moins 65%, c'est pas pour prendre ses profits, selon moi, après c'est moi comment je vois la chose, hein, mais c'est pas pour prendre ses profits au niveau des 50 000$, d'accord, sinon voilà, le risk-reward ne serait vraiment pas intéressant. Donc voilà, le but c'est trouver une zone d'intervention qui est globalement ici. De toute façon, vous pouvez regarder ma toute première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, où moi la zone qui m'intéressait c'était globalement les 20 000$. Voilà, c'était la zone que on avait une bonne confluence de niveau, de même aussi on avait notre moyenne mobile de 200 périodes. C'était une zone où moi j'ai commencé à me réexposer sur le marché. Et voilà, le but c'est d'avoir un risk reward intéressant. Voilà, j'ai répondu à la question pour moi qui est très pertinente. Il n'y a pas d'indicateur miracle et on n'est jamais sûr que le bottom est définitif et sûr à 100%. Le but c'est d'avoir les probabilités de notre sens tout en ayant un risk reward qui est clairement intéressant. Voilà, j'ai terminé de répondre à cette question. Maintenant, sur le BTC. Donc, on sort du mois d'août. Donc, techniquement, les grosses institutions, voilà, c'est fini les vacances, la volatilité est censée revenir. Parce que, bon, beaucoup de gens parlaient comme quoi, mois de juillet, mois d'août, c'est relativement calme sur les marchés. C'est vrai que ça a été calme cette année-là. Les autres années, alors c'est pas systématique, hein, parce que moi je me rappelle ici d'un mois de juillet qui était incroyable. Ici, on avait bien pump, voilà. Ce mois de juillet là a été pas mal, de juillet à août là. Août, voilà, le marché avait fait un 70%. C'était un très bon été. Et voilà, bon ici, le marché a été relativement calme, faible volatilité, on a eu juste un gros mouvement à la baisse ici. On a eu un moins 10%, et voilà, le marché est en train de range. Donc, je le répète assez souvent, mais pour le moment, la dynamique reste haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, d'accord. On est actuellement, pour moi, dans un range, d'accord. Ici, on voit qu'on a 2 touches, ici 2 touches, donc techniquement, on est sur support. Moi, je ne pourrais pas short ici. Donc, d'un point de vue swing, avoir ici une entrée et une zone d'invalidation, si on a une clôture sous ce niveau-là, peut être intéressant. Là, on a une zone d'invalidation, parce que automatiquement, on est sur un range et on est plus proche du trading que de l'investissement. Ceux qui font de l'investissement, comme je l'ai dit, on est toujours dans des zones intéressantes à partir du moment où, selon moi, on est dans notre zone de rechargement long terme, donc entre les 0,118 et les 0,786, ce qui est le cas ici. Et si vous voulez avoir une zone encore plus précise, eh ben, on peut remettre ici un autre Fibo, point le plus haut, point le plus bas. Et cette zone des 0,118, là, on a une bonne confluence en plus parce que on est sur un niveau de support. C'est une très bonne zone. Si on casse ce niveau-là, on aura des chances d'aller la chercher. Donc ceux qui cherchent à se positionner sur des grosses zones de support, les 25 000$ c'est une zone de support, et les 21 000$ c'est également une zone de support.
sur du plus court terme, comme je l'ai dit, on est dans un range. Ici, on a structuré un W, on est revenu combler partiellement notre zone d'imbalance. Ici, on est venu prendre la liquidité. Alors là, je suis sur Bitstamp, sur Binance, on ne l'avait pas pris, ouais, parce qu'on avait ici, on est beaucoup plus méché. Alors je vais rester sur Binance, mais là sur Binance, globalement, on est dans un range et on voit que sous les 25 800 $, toutes les mèches se font ravaler. Ici, voilà, on voit qu'à chaque fois on mèche, on se fait ravaler. Donc sûrement des gros acheteurs qui rentrent en position. Maintenant, ce qu'on aimerait, ça serait avoir un pump. Parce que à force, ces acheteurs vont s'épuiser. C'est-à-dire, ils peuvent défendre ce prix-là, au bout d'un moment, plus on passe du temps, plus les acheteurs s'épuisent, hein, parce que ils défendent le prix là, mais après ils ont beaucoup moins de capital, on a des vendeurs qui poussent, et on peut clairement les liquider. Donc on est dans un range quand même, en 4 heures, ça fait un moment qu'on y est, et on peut pas anticiper si on va avoir une cassure à la hausse ou à la baisse, hein, ça je vous le répète assez souvent, mon but c'est pas de prédire où va le marché, mais moi actuellement j'aurais du mal à chercher à me positionner. J'avais essayé de prendre un trade, c'était quand? C'était enlever ça et ouais, j'ai ce qu'il me faut. C'était ici. Ouais, c'était ce dimanche-là. J'avais une bonne zone de localisation. Déjà on avait un essoufflement côté acheteur, on le voyait. J'aime bien ce genre de pattern où on chute brutalement, on a un momentum vraiment bearish au niveau des vendeurs, et on le voit, on casse tout. Et ensuite on a une reprise comme ça, toute légère, des acheteurs. Vous voyez, où on crée énormément de liquidité, d'accord, et on voit sur les MACD, ça baisse. Donc là, globalement, on a un essoufflement des acheteurs, on n'est pas dans une phase où on structure un vrai bottom, on casse, et on a une réelle tendance haussière. Là, c'est une tendance haussière qui est toute timide, qui augmente tout doucement, et on crée énormément de liquidité. Mais j'ai pas pu rentrer, parce que ma zone d'intervention, elle était ici, point pivot, plus haut, tunnel 15 minutes, mais on a juste pump et redump, j'ai pas eu de point d'entrée ici sur du 5-15 minutes, voilà, c'était ici. Voilà, impossible de rentrer en position là-dessus. Mais là, entre-temps, on est globalement dans un range et voilà, il n'y a pas grand-chose, selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle, à part de patienter pour ceux qui aiment bien trader la tendance. Éventuellement, si on revient chercher nos tunnels 1 heure ici, on a une prise de liquidité de ces sommets-là, on a un essoufflement ici des acheteurs et une structure qui nous montre que les vendeurs défendent cette zone de prix. Il peut y avoir ici chercher une zone de short avec comme prise de profit toute cette liquidité au niveau des acheteurs. Voilà, c'est globalement ce que je surveillerais, mais là sinon sur du court terme, moi personnellement je patienterais qu'on ait une résolution à la hausse ou à la baisse pour suivre le mouvement. Si le mouvement est haussier, je l'accompagnerai à la hausse. Si le mouvement est baissier, je l'accompagnerai à la baisse tout simplement. Donc voilà, pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC d'un point de vue order flow. Il n'y a pas grand chose à ajouter, l'open interest est assez calme, il n'y a pas énormément d'ouverture de position, pas beaucoup de FOMO, ouais, pas grand chose à ajouter là-dessus, CVD assez neutre, hein. Il suit son range, globalement on voit que sur le CVD on est également dans un range, ouais, pas grand chose à ajouter là-dessus. Moi personnellement j'attendrai une résolution, voilà, faut patienter, des fois on n'est pas toujours obligé d'être actif et de trader, on peut également faire du trading sur d'autres actifs, alors plutôt sur du swing, sinon on va peut-être manquer de liquidité pour certaines altcoins, mais voilà, des altcoins qui sont vraiment fortes. Moi, je vous avais dit, mais des altcoins qui sont fortes, on a INJ, que je suis clairement depuis un moment, et on voit qu'à chaque fois, on a un rebond à la hausse, et on peut clairement profiter de cette opportunité. Donc là, voilà, on est quand même dans une petite tendance baissière, on est dans un range sur un niveau de support ici. Voilà, mais globalement, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, ok, donc ça passe par souvent une grosse impulsion en weekly, et ensuite quand on a une grosse impulsion en weekly, l'accompagner dans sa tendance, tout simplement en cherchant à buy les dips. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Pour moi, comme je l'ai dit, il y a juste à patienter. Sur pas mal d'alcool, on est sur des gros niveaux de support weekly, donc certes il peut y avoir des opportunités, mais si le BTC chute, prenez en compte que il y a des altcoins qui peuvent vraiment saigner. Maintenant, la côté Bitcoin dominance, on est toujours dans une tendance baissière ici en daily avec des sommets de plus en plus bas. Ok, on est revenu chercher notre ligne de coup qui a fait office de résistance. Ça serait bien d'avoir une continuation de cette tendance baissière et surtout casser ce lot ici. Ce serait vraiment encourageant pour les altcoins. Voilà, rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, que ce soit mon explication sur pourquoi on avait des probabilités d'être sur un bottom sur le BTC ou autre, n'hésitez pas à me les poser. Rejoignez le Discord aussi, où tous les jours, voilà, je réponds à vos questions, que ce soit en trading, en investissement en crypto, c'est libre. Posez toutes vos questions. Le but c'est de vous accompagner dans votre apprentissage, dans l'entièreté de votre processus, que ce soit trading, investissement, analyse ou autre. N'hésitez pas, groupe d'entraide c'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est avec un réseau qui est bien soudé et qui s'aide tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.